poursuivons notre cycle de conférences paroissiales. Je remercie Monsieur Reynald Sécher d'avoir accepté mon invitation. Monsieur Reynald Sécher vient de Rennes, il fait l'aller-retour sur la journée, il va repartir tout à l'heure. Il est historien et journaliste. Et le thème de la conférence du génocide au mémoricide. Monsieur l'abbé, messieurs les abbés, mesdames, messieurs, j'ai accepté volontiers votre proposition de venir faire une conférence, puisque, comme j'ai expliqué tout à l'heure, nous sommes dans l'ère de l'oralité et je sais ce qu'est le poids de l'oralité. Le sujet de conférence que vous m'avez demandé, c'est un problème qui est un problème nouveau dans l'historiographie de l'histoire de France, pas seulement d'ailleurs dans l'historiographie, mais aussi dans le domaine juridique, comme je vais vous le démontrer, de la découverte d'un certain nombre de documents qui vont bouleverser la vision que nous avions de ce que nous appelions pudiquement avant la ou les guerres de Vendée, et aussi sur la nature de la Révolution française, notamment à partir de septembre 1792. Tout à l'heure à table, vous m'avez posé une question à laquelle je vais répondre. Qui je suis, d'où je viens, et est-ce que, en raison de mon identité, je m'étais intéressé naturellement à l'histoire de la Vendée. Je vais d'abord préciser ce qu'est la notion d'identité. Je crois que c'est important de bien cerner cette notion qui fait partie intégrante de notre vie au quotidien. Le président Sarkozy, il y a quelques années, avait demandé à la France de s'arrêter et de réfléchir sur cette notion d'identité. Cela avait fait beaucoup sourire. À mon avis, c'était à tort. Parce que je crois que dans chaque aventure humaine, chaque aventure d'une région, d'une province, d'une nation ou d'un continent, il est nécessaire de s'arrêter pour savoir qui on est. Alors, au-delà des ricaneries, il y a eu un certain nombre de définitions, de lancers pour aborder ce problème de l'identité. Je vais le résumer en quelques mots que vous allez cerner. C'est savoir d'où on vient, d'où l'importance de l'histoire, savoir qui on est à l'instant T, c'est un sens politique, et savoir où nous voulons aller ensemble. Ben ça y est, on a défini l'identité, tout y est. Passé, présent, avenir. Ce qui est vrai pour un homme, pour une famille, pour un groupe d'individus, plus ou moins large, est vrai pour tout le monde. Et chacun a son identité. Alors quelle était mon identité? Moi je suis breton de la rive gauche de la Loire, d'où mon nom, mais je suis vendéen en raison de l'origine de ma mère et d'une partie de la famille de mon père. Vendéen du département de la Vendée. Et bien entendu, tout ce que j'ai pu découvrir, je le connaissais partiellement, de par mon vécu sur la rive gauche de la Loire. Mais comme tout le monde, on ne fait pas attention à ce que racontent les parents et les grands-parents ou les arrière-grands-parents, puisque j'ai eu la chance de connaître mes arrière-grands-parents relativement tard. On ne fait pas attention à cela. Et pour répondre à votre question, je ne m'intéressais pas à la Vendée. Et pourquoi est-ce que j'étais amené à travailler sur la Vendée? C'est tout à fait par le hasard, avec un grand P. C'est qu'un jour, j'ai rencontré un homme d'exception qui est le professeur Jean Meyer. Jean Meyer est un homme qui, malheureusement, n'a pas été très connu en France,
qui est un Alsacien qui a fait partie de la jeunesse hitlérienne et s'est retrouvé sur le front de l'Est. Il a réussi à s'enfuir, il est devenu capitaine de l'armée rouge, puis il a compris la nature du communisme et il a trouvé refuge au sein des armées britanniques puis américaines et a terminé sergent-chef de l'armée française. Et un jour, à la fin de la guerre, en tant qu'enseignant, il a été nommé au côté opposé de sa province, en Bretagne, à Nantes. Et s'est retrouvé dans un lycée public, le lycée Clémenceau, et là, il a entrepris de faire sa thèse sur la noblesse bretonne. Alors nous sommes dans les années 50, où encore les archives sont au sein des châteaux, ne sont pas encore déposées au sein des archives publiques, départementales ou nationales. Et on a le sens de l'archive à l'époque, et puis on a le sens de la transmission à la fois du bien immobilier et bien entendu des papiers. Et il est parti comme ça de château en château, et un jour il est arrivé dans un tout petit village, la Chapelle-Basse-Mer. Et là, il est rentré dans un château qui appartenait à la descendance de Mériadec Laënnec. Alors vous connaissez tous René Laënnec, le grand médecin, mais Mériadec Laënnec c'était son cousin germain, son chef de clinique, mondialement connu sauf en France, pour des raisons de brevet. Et là, il va découvrir un dossier exceptionnel sur la noblesse, puis il va commencer à sympathiser avec les châtelains en leur demandant « Mais vous relevez de quelle province ?» Et les châtelains lui répondent « Ah, c'est compliqué. Vous êtes quoi, breton? Ah, on ne peut pas le dire. Mais vous êtes quoi? On est un peu vendéen. » Et puis, comme c'est un intellectuel, il se dit « Tiens, c'est un sujet intéressant. C'est une espèce de no man's land identitaire. Et je me promets qu'un jour, je vais essayer de répondre à ce silence. » Et quelques 25 ans plus tard, je l'ai comme enseignant et je lui demande de me trouver un sujet de thèse. Et là, je réponds à votre question. Il me dit, mais dis donc, tu es de la Chapelle-Basse-Mer. Je lui dis, effectivement, est-ce que tu connais cette famille? Bien sûr. Tu es quoi, toi? Ben, je suis breton. Oui, mais je suis aussi vendéen. Et là, il a commencé à me poser des questions. Et il me dit, mais tu sais que au sein de l'université française, il n'y a aucun travail scientifique sur la Vendée militaire. Est-ce que cela t'intéresse? Ce à quoi j'ai répondu immédiatement, oh non. Surtout pas. Parce que moi, qui ai fait mes études sur la rive droite de la Loire, à chaque fois que je traversais le fleuve, je défroquais mon habit de Vendéen et de Breton de la rive gauche, et je me créais une espèce d'identité, parce que quand j'allais au sein de mon collège, l'abbaye Saint-Sauveur de Redon, quand je disais que j'étais vendéen, immédiatement on se moquait de moi, en disant « t'es un ventre à chou, t'es un réfractaire, t'es contre la République, etc. » Et j'étais gêné par ça, j'avais honte de cela. Et donc, je lui dis « non, non, c'est des histoires de bonnes femmes, j'en sors, cela ne m'intéresse pas. » Mais comme c'est un homme intelligent, et c'est un piégeur, comme on dit en Vendée, il me dit, mais ok, très bien, cela ne t'intéresse pas, mais au moins tu vas essayer de répondre à une question qui est imposée, en fait, cette vision est imposée par les marxistes, qui consiste à dire qu'on ne peut pas faire de travail sur la Vendée faute de documents. Est-ce que, oui ou non, tu peux me répondre à cette interrogation? Le travail est de toute autre nature. Je ne travaille pas sur la matière, mais sur le matériau. Il n'y a pas de souci. Et il me dit, reste le problème de la méthode. Est-ce qu'on embrasse les 770 communes de la Vendée militaire, ou est-ce qu'on fait un carottage au sens scientifique du terme? Et si on fait un carottage, quelle commune retournons-nous? Puis on parle comme ça à l'encoignure d'une porte, puis à un moment donné, ben, ta famille est depuis combien de temps à la Chapelle-Basse-Mer? Bon, au moins 1000 ans. Qu'est-ce qu'il faisait? Ben, j'étais médecin, fermier général, procureur du roi, etc., du duc, etc. Bon, ben, tout le monde te connaît dans le village. Et tu connais tout le monde.
Eh bien, très bien, on retient ton village. Et c'est ainsi que j'ai pris mon vélo, parce qu'à l'époque, on se promenait de manière très, très écologique, et on allait de ferme en ferme, et puis j'ai collecté comme ça une documentation matérielle incroyable, mais en même temps, il y avait, puisque nous sommes en 80, à la fin des années 70, la subsistance de la mémoire collective. La mémoire collective, elle est morte, grosso modo, entre 1978, 80, 2000. Et qu'est-ce qui a tué la mémoire? C'est pas du tout la télévision, c'est le chauffage central. C'est lui le criminel, c'est le chauffage. Parce que, avant, même lorsque les gens avaient la télévision, ils se retrouvaient autour de la cheminée, ou autour du poêle, comme on disait, et on regardait ensemble la télévision, et on parlait. Il y avait l'arrière-grand-mère, l'arrière-grand-père, le père, et on échangeait. C'est ce qu'on appelle les veillées. Eh bien, moi, j'ai vu la disparition des veillées, je ne suis pas vieux. Je l'ai vu. Et quand vous allez à la maison hospitalière, la maison de retraite, ben, c'est tout le monde qui vous parle. Et puis, à l'époque, les archives, elles sont accessibles. Quand je vais voir le maire, en disant, est-ce que vous avez des archives? Oh, mon petit gars, voilà la clé. Tu prends la loupiote, tu vas dans le grenier, surtout t'éteins bien les feux, tu déposes la clé dans la boîte aux lettres, même si c'est 5 heures du matin, et puis voilà, c'est comme ça, ça s'est fait. Et là, je reconstitue l'histoire de ce village qui était totalement méconnu, et je m'aperçois que cette histoire est énorme, gigantesque, inimaginable. Et je m'aperçois surtout qu'il y a un énorme fracas qui se passe exactement les 10 et 17 mars 1794, qui a eu comme conséquence la disparition d'une partie de la population. Les gens du village me disent, tous les bourgs, il y a 2 bourgs à la Chapelle-Basse-Mer, et les hameaux, ont vu leur population disparaître. Et on m'explique au niveau de l'immobilier, c'est tous les bourgs et les grands hameaux qui ont été incendiés. Alors qu'on est à l'université et qu'on veut faire plaisir à son professeur, c'est important de faire plaisir à son professeur. Dès que vous faites plaisir à un enseignant et que vous lui donnez ça, il va vouloir ça, puis ça, etc. Et lui, il me dit, mais très bien ce que tu as fait, mais est-ce qu'on peut arriver à des chiffres? Parce que les chiffres sont têtus. En clair, est-ce que tu peux évaluer le nombre d'habitants massacrés? Et est-ce que tu peux évaluer le nombre d'habitants disparus? L'idéal aurait été, bien entendu, que nous ayons la liste des habitants tués et bien entendu la liste de l'habitat détruit. Mais personne n'avait imaginé que cela puisse exister. Alors je vous disais tout à l'heure que le maire m'a donné la clé du grenier de la mairie. Et je passais mes nuits comme ça à la mairie avec une petite lanterne, parce qu'il n'y avait pas d'électricité dans le grenier. Et un jour, en glissant ma main derrière une poutre, je vais trouver une addition de feuillets rédigés, nous sommes en Bretagne, par le recteur clandestin de la Chapelle-Basse-Mer. Et ce recteur avait listé de manière précise les gens exterminés. Voilà son registre de paroisse. Et je découvre qu'il y a 850 habitants qui ont été exterminés en 2 jours. Et il nous raconte précisément comment ils ont été exterminés. Fusillés, crâne éclaté, brûlés vifs, écartelés. Et il nous dit les lieux, avec précision. Et il nous dit aussi, bien entendu, les sexes et les âges. Un document inimaginable. Je vous ai dit, quand on donne ça à un professeur, il veut ça. Il me dit, mais nous avons ce premier chiffre. Qu'est-ce que représentent ces 850 habitants par rapport au nombre d'habitants? Ça, c'est hyper facile. C'est un problème de coefficient. Et je découvre
que sur 3250 habitants, 850 habitants ont été exterminés. Et lorsqu'on étudie en profondeur, on analyse en profondeur ces chiffres, je m'aperçois que 80% des gens exterminés sont des femmes, des enfants et des vieillards. Bien. La deuxième chose qu'il me demande, c'est le nombre de maisons détruites. Quand on fait de la recherche universitaire, on est toujours servi par le hasard avec un grand P. Toujours le même maire. Un jour, on m'appelle, j'étais étudiant à Rennes, même si j'étais à Paris 4, en me disant, j'ai eu un fou qui est venu dans mon bureau, en me disant, vous connaissez monsieur le maire Sécher? Je dis, oui, bien sûr. Vous lui donnerez ce document. Et le maire m'appelle, et je vais voir le samedi, et il me donne un document inimaginable. La liste de l'habitat détruit à la Chapelle-Basse-Mer. Sauf que je ne pouvais pas l'utiliser, je ne pouvais pas l'exploiter pour deux raisons. La première, je ne savais pas qui en était à l'origine, et deuxièmement, je ne savais pas où il était, puisque celui qui l'avait donné ne nous avait pas précisé les choses. Le hasard va faire que je vais le retrouver, ce monsieur, quelques jours plus tard, et il me dit, mais on vous a bien donné ce document? Je dis, oui, mais d'accord, mais il vient d'où? 2R124 des archives départementales de Nantes. Je me précipite et je m'aperçois que c'est le document officiel des indemnisations de la Chapelle-Basse-Mer de l'habitat détruit. Et là, nous avons 362 maisons. Ben, ça y est, on a enfin un chiffre. Mais, je répète, quand on donne ça, il faut ça. Donc il me dit, mais combien de maisons? Ah ben, j'ai dit, ça c'est hyper facile. Il y a le cadastre, 1808. Et en plus, j'ai le double à la maison, puisqu'à l'époque, mon arrière-arrière-arrière-grand-père est le notaire. Ben voilà, 1063 maisons. Ben ça y est, on a les deux chiffres. Mais quand on donne ça, il faut ça. Il me dit, mais valorisons. Ah ben j'ai dit, ça c'est hyper facile. J'ai les valeurs dans le grenier, puisque les archives de l'étude sont restées. Et on valorise ces maisons, 363 maisons, plus de 51% de la valeur. Et on peut, bien entendu, et faire une évaluation maison par maison, mais reconstituer les lieux des destructions. Et ces lieux de destruction correspondaient aux lieux d'extermination. Ben ça y est, j'ai fait un travail énorme. Il y a le avant et il y a après. Alors, une fois qu'on a fait ça, je suis rendu là. Donc après, il faut tout le reste. Il me dit, tu as fait un travail sur la Chapelle-Basse-Mer, ben, pourquoi ne pas le faire sur la Vendée militaire? En clair, est-ce que ce qui s'est passé à Chapelle-Basse-Mer, on le retrouve ailleurs? On connaît tous les Luxes au Boulogne. Quand vous allez au Luxe au Boulogne, vous avez de graver dans la pierre la liste des habitants exterminés le 28 février 1794. 566 personnes, dont 110 enfants de moins de 7 ans. Ce bourg a été rayé de la carte de France. Il n'existait plus, il n'a plus existé, faute d'habitants. Mais j'ai des cousins à Cholet, j'ai des cousins au Leroux-Botreau, à Châlons, etc. Il me dit, mais tu sais, partout, c'est pareil. Alors, si partout, c'est pareil, et on peut évaluer, selon exactement la même méthode qu'à la Chapelle-Basse-Mer, les dégâts, comme on dit, humains et immobiliers, les questions que nous nous posons sont très simples. Qui? Pourquoi? Comment? Qui a fait cela? L'armée française. Ah, l'armée française. C'est un cas unique dans l'histoire de France que l'armée française vienne exterminer une partie de la population. Si c'est l'armée française, il y a automatiquement des régiments, un chef d'état-major. Mais l'armée, par nature, ne peut pas agir sans ordre. Qui a donné les ordres? Le ministre de la guerre. Eh bien, on va fouiller dans ses archives. Et lui-même nous explique qu'il n'a fait qu'exécuter les lois qui sont elles-mêmes issues des décisions du comité de salut public. Eh bien, quelles sont ces lois? Et en fait, on va découvrir qu'il n'y a pas une loi,
mais 3 lois d'extermination et d'anéantissement. C'est un cas unique dans l'histoire de l'humanité. Aucun État, à ma connaissance, n'a exterminé une partie de sa population au nom de la loi. Ça n'existe pas. C'est un exemple unique. Alors analysons ces lois. La première loi date du 1er août 1793. Cette loi va dans 4 directions. Premièrement, au niveau de la population. Elle dit il faut séparer de la population les femmes, les enfants et les vieillards que l'on va déporter, qu'on en arrache et qu'on déporte, et on extermine tout le reste. Deuxième chose que l'on dit, on brûle tout en Vendée militaire. Troisième chose, on régénère l'armée. Ah tiens donc. Et quatrième chose, on fixe une échéance. Deuxième loi, 1er octobre 1793, qui ne concerne que la population. On ne fait plus la distinction entre les femmes, les enfants et les vieillards. On décide d'exterminer tout le monde. Et la troisième loi, qui est une loi difficilement compréhensible de nos jours, c'est la loi du 7 novembre 1793, qui va débaptiser officiellement et symboliquement la Vendée pour lui donner un nouveau nom, département Vengé. Ben voilà. On a le cadre juridique. Et puis l'application qui s'impose d'elle-même, ce sont les colonnes dites de Turreau. Et je trouve tous les documents, je ne vais pas expliciter maintenant, je vais reprendre ça dans le cadre général. Ce qu'on appelle les colonnes infernales. Et je conclus ma thèse en disant, ben voilà, il y a eu des lois votées par l'Assemblée nationale, c'est-à-dire la Convention, dont l'application a été faite quelques mois plus tard, à partir du 24 janvier 1794, et qui va détruire et exterminer le patrimoine et la population de la Vendée militaire pendant 4 mois, du mois de janvier au mois de mai. Et puis je m'arrête là. Il y a 3 ans, on m'a demandé de réfléchir dans le cadre d'une collection au CERF politique sur un mot que j'avais créé et que je vais expliciter tout à l'heure, le mot mémoricide. Et là, je vais retourner aux archives nationales, disons par amusement, par intérêt. Et là, je vais découvrir, tout à fait par hasard, qu'il n'existe pas un plan d'extermination, mais 4 plans d'extermination. Le premier plan date du 1er août 1793. Il correspond à la loi. Un jeune étudiant que j'avais recruté a travaillé sur cette question, Louis Mabille. Et cet étudiant va nous faire la démonstration scientifique que la loi votée par l'Assemblée nationale, c'est-à-dire la Convention, est elle-même issue d'un décret du Comité de salut public datant du 26 juillet 1793. Donc en fait, la source de la loi est un décret. Et donc la première date qu'il faut retenir, c'est 26 juillet. Ce plan est immédiatement applicable, c'est-à-dire qu'on le met en œuvre immédiatement, tant au niveau politique qu'au niveau militaire. Ce plan a été réfléchi, pensé et mis en œuvre par le Comité de salut public, c'est-à-dire le gouvernement de la Convention.
Et il est transmis par les députés, c'est un cas unique, qui assistent les généraux pour sa bonne exécution. Ce premier plan concerne exclusivement la Vendée militaire. Et la Vendée militaire, c'est un vaste département, c'est un vaste territoire, qui va de Paimboeuf à Angers, d'Angers à Parthenay et de Parthenay au Sable. Il concerne 770 communes, 815 000 habitants. À l'époque, et tous les historiens sont unanimes à ce sujet, la France est peuplée de 28 millions d'habitants. Donc c'est une part conséquente. Alors la question que l'on peut se poser, est-ce que, puisque c'est le fruit d'une insurrection, est-ce que cette insurrection est unique et est-ce que cette répression est unique? Alors là, il faut que les idées soient très claires. Je ne vais pas épiloguer là-dessus. En mars 1793, il n'y a pas que la Vendée qui s'insurge. C'est 70 à 80% de la France qui est insurgée. C'est le Lyonnais, le Caennais, le Marseillais, le Dijonnais, le Rennais, etc. Et la guerre de Vendée est bien avant tout une guerre civile. Elle ne vient politique d'extermination qu'à partir du 26 juillet 1793. Et la Vendée est conçue par les révolutionnaires comme un laboratoire. Et vous verrez l'importance des mots. Donc ce plan d'extermination et d'anéantissement s'appuie sur deux structures. La première structure, c'est une addition de bateaux qui a été créée de toutes pièces en avril 1793. On a tout. On a le nom des bateaux, on a le nombre de canons, le nombre de soldats, de piques, etc. Et qui, elle, est chargée de deux missions. Premièrement, empêcher la liaison nord-sud et sud-nord, et exterminer toutes les populations riveraines de la Loire. Le deuxième moyen, c'est l'armée, qui va aller à l'est et au sud, et qui est chargée de prendre en tenaille la population pour la massacrer sur place, et la noyer dans la Loire et dans l'océan Atlantique. C'est la mission, la finalité de l'armée et du premier plan. Et l'armée est utilisée exclusivement sous forme de masse. Chaque mot est important. On utilise l'armée sous forme de masse. Bien entendu, les Vendéens très rapidement vont se rendre compte que la nature de la guerre civile va changer, puisqu'on commence à massacrer massivement les femmes, y compris celles enceintes, et les enfants. Et ils vont être sidérés. Et ils sont tellement sidérés qu'ils se disent, mais il faut absolument que nous survivions. Et pour survivre, il faut quitter ce territoire. Et ils vont essayer et réussir de traverser la Loire à Saint-Florent-le-Viel le 17 et 18 octobre 1793. Retenez bien cette date, elle est très importante pour la suite des événements. C'est une colonne mobile, fugitive, de 80 000 personnes. Elle ne sait pas où elle peut aller, elle ne sait pas où elle doit aller. Mais elle sait qu'elle doit quitter le territoire de la rive gauche. Et elle va errer comme ça pendant 100 jours pour essayer dans un premier temps de prendre un port. On imagine que c'est Saint-Malo. Après, pour des raisons qu'on ne comprend pas, ça va être Granville. Ils vont échouer à Granville et ils vont errer de nouveau pour se faire exterminer à Savenay. Et à Savenay, le général de la force d'extermination est le général Westermann, qui écrit un rapport qui est un rapport extrêmement précis. Il n'y a plus de Vendée, elle est morte sous notre sabre libre avec ses femmes et ses enfants. Chaque mot est important.
Je viens de l'enterrer dans les marais et les bois de Savenay, suivant les ordres que vous m'avez donnés. J'ai écrasé les enfants sous les pieds des chevaux, massacré les femmes qui, au moins pour celles-ci, n'enfanteront plus de brigands. Je n'ai pas un prisonnier à me reprocher, j'ai tout exterminé. Alors, si l'armée fait cela, automatiquement, elle a reçu un ordre. Qui lui a donné? Je vais chercher ça au sein du ministère de la guerre. Et au sein du ministère de la guerre, je trouve la réponse. Ce plan a été réfléchi au plus haut niveau de l'État par le comité de salut public le 11 novembre 1793. Ce plan d'extermination ne concerne que les Vendéens qui ont franchi la Loire. Et c'est très précis, il faut exterminer tous les habitants. Vous avez toujours ceux qui veulent faire mieux. On a l'exemple, par exemple, d'un arrêté du Conseil général de l'Eure. Ce Conseil général de l'Eure fait voter cet arrêté en disant il faut exterminer cette population afin que plus un seul ne subsiste. Et ce document, je l'ai retrouvé au sein des archives nationales. Évidemment, quand on cherche le document, on ne le retrouve pas. Voilà. Je vous le lis. Page 127. Des brigands de la Vendée, échappés aux armes des républicains, citoyens collègues se sont réfugiés dans les forêts voisines de Saint-Germain et des Ingles. Ne diffère pas, donne les ordres pour qu'ils soient anéantis, et s'il le faut, marche toi-même pour accélérer leur totale destruction. Les laisser vivre serait partager le crime de leur existence. Département de l'Eure. On a résolu le problème des Vendéens qui s'étaient échappés. Mais on n'a pas résolu le problème des Vendéens qui restent sur place. Et donc, le comité de salut public comprend qu'il n'a pas les moyens militaires, notamment l'utilisation de l'armée sous forme de plan masse, pour exterminer ces Vendéens. Donc ils vont faire appel à un général qui s'appelle le général Turreau. Le général Turreau, j'ai retrouvé son ordre de nomination. Il émane de Carnot, de Barrère, de Robespierre et de Billaud-Varenne. On a cet ordre. Et on a aussi l'ordre de mission, exterminer, anéantir. On a toujours présenté le général Turreau, dont le nom est sur l'Arc de Triomphe, comme un général banal, sans envergure. C'est totalement faux. C'est un général d'une remarquable intelligence et surtout, c'est un tacticien. Et lui, lorsqu'il est envoyé sur place, il se rend compte immédiatement qu'en raison même de la nature du sol de la Vendée, c'est un pays de bocage, sans grand chemin, on ne peut pas utiliser l'armée sous forme de plan masse. Et c'est lui qui a cette idée inimaginable de créer les colonnes infernales, appelées aussi queues de Robespierre. Et il veut obtenir l'aval du comité de salut public, pour deux raisons. La première, il remet en question la stratégie du comité de salut public, qui était d'utiliser l'armée sous forme de masse. Lui, il veut utiliser les colonnes mobiles. Et la deuxième chose, il veut les utiliser hors contrôle, c'est-à-dire en donnant libre cours à l'imagination des généraux qui le secondent. Et pour se couvrir, il va écrire une lettre au comité de salut public. J'ai retrouvé cette lettre aux archives nationales. Et il dit ceci. Cette lettre est envoyée au nom de la République française. Elle est adressée aux citoyens
composant le comité de salut public. Et il dit ceci: j'ai commencé l'exécution du plan que j'avais conçu de traverser la Vendée avec 12 colonnes. De première partie. Deuxième partie. Si mes intentions sont bien secondées, il n'existera plus en Vendée sous 15 jours, ni maison, ni subsistance, ni habitants. Voilà. Ça y est. On y est. Mais il veut, coûte que coûte, obtenir l'accord du comité de salut public, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté. Et j'ai retrouvé la réponse originale, signée par le représentant du comité de salut public en charge de la Vendée, signé Carnot. Et je vous lis cette lettre, qui date du 6 février 1794. Donc, quelque chose comme 14 jours après la première lettre. C'est long, 14 jours. Et il dit ceci: tu te plains, citoyen général, de n'avoir point reçu du comité une approbation formelle à tes mesures. Elles lui paraissent bonnes et tes intentions pures. C'est-à-dire que le comité de salut public accepte la remise en question du plan masse pour le recours de colonnes mobiles, et bien entendu, il n'y a pas d'ambiguïté quant aux finalités, c'est-à-dire l'extermination de tous les habitants. Les intentions sont vues comme pures. Et Carnot, avec l'accord du comité de salut public, va envoyer ces colonnes infernales, et on a les plans des premières colonnes, des plans de cheminement, et à partir du début du mois de février, il va laisser libre cours à l'imagination des généraux. Et là, on a ces rapports des généraux. Les rapports des généraux sont toujours rédigés en double exemplaire. Un pour le ministère de la Guerre et un pour le pouvoir politique. Au ministère de la Guerre, à la fin des événements, on a déposé tout naturellement ces archives au sein des archives militaires. Quant aux documents expédiés aux politiques, on les a systématiquement détruits pour ne pas laisser de traces. Et c'est ces documents d'origine militaire que j'ai retrouvés. Alors, on découvre l'horreur, dans l'horreur, l'inimaginable, l'indicible. Et je vous prendrai quelques exemples plus tard. Mais en tout cas, ce qui est sûr, et c'est ce que voient les députés sur place, c'est plus on massacre, plus les habitants font de la résistance, plus eux-mêmes combattent. Et donc on dit à Turreau à un moment donné, la solution que tu nous as donnée est une mauvaise solution. Pourquoi? Parce que non seulement la guerre n'est pas terminée, mais la guerre civile, elle est ouverte partout, y compris aux populations qui se rendaient. Donc on va créer un 4e plan d'extermination. Ce plan est rédigé le 13 mai 1794 et il va s'appuyer sur des camps de retranchement à partir desquels on va faire partir des colonnes mobiles, et ce plan va durer du 13 mai 1794 au 2 décembre 1794. Alors qu'est-ce que nous savons exactement de ce système pluriel? À l'heure d'aujourd'hui, pas grand-chose, puisqu'on a découvert cela il y a exactement 3 ans. J'ai un de mes étudiants à l'heure actuelle qui travaille sur cette question, et dans 1 an, si vous me réinvitez, eh bien, je vous dirai avec précision l'envergure, les moyens, les effectifs et les résultats de ce système mixte. Donc l'extermination et l'anéantissement de la Vendée n'ont pas duré, contrairement à ce que je disais dans ma thèse d'État, 4 mois, mais 18 mois. Puisqu'il commence le 26 juillet 1793 pour s'achever le 2 décembre 1794. Alors, le problème, une fois qu'on a les plans, ce sont les moyens. Comment
exterminer 815 000 habitants qui de surcroît sont tellement anti-révolutionnaires qu'ils refusent de se laisser exterminer. C'est un sacré problème. Alors on a réfléchi là-dessus. On est en 1793, on est en plein scientisme. Et on se dit, on va mettre la science, le progrès, au service du système mortifère. Et on va aller faire des recherches dans 3 grandes directions qui vont vous surprendre en raison de leur modernité. La première direction, c'est le gazage de la population. On décide de la gazer. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez me donner mon livre sur le génocide franco-français, la Vendée Vengée? Donc on décide de la gazer. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que l'on a recours à cette forme d'extermination de masse. Alors il faut trouver le technicien, le chimiste, capable de mettre en œuvre ce gaz. Et on va faire appel au plus grand chimiste de l'époque, qui est en plus député de Paris, Fourcroy. Et Fourcroy va réfléchir, il va œuvrer, comme on disait à l'époque, et ne trouvera pas la solution. La ville de Paris, pour le remercier et l'honorer, lui a érigé une statue que vous pouvez voir encore dans une des niches de l'hôtel de ville de Paris. C'est-à-dire que celui qui a créé ce concept d'extermination de masse par le gaz est un Français, et vous pouvez voir sa statue au sein d'une des niches de l'hôtel de ville, c'est-à-dire l'hôtel principal de Paris. Il y a toujours des malins qui se croient plus intelligents que d'autres. Et notamment, il y a un pharmacien au Pont de C qui s'appelle Proust, qui lui se dit, mais moi j'ai la solution. Et il va faire des expériences sur des moutons au Pont de C, on a le rapport, et malheureusement, ni les moutons, ni les conventionnels présents n'ont été accommodés, donc échec au gaz. La ville d'Angers, pour le remercier de cette idée, va lui donner un nom de rue et va apposer sur sa maison une plaque en souvenir. Échec au gaz. Deuxième solution, on se dit, on va semer ici et là des mines antipersonnelles. Vous voyez que c'est très moderne. Puis on commence à œuvrer. Puis en fait, on se rend compte très rapidement que on ne peut pas réussir à créer la mine intelligente, celle qui explose sur le mauvais. Parce que la mine ne peut pas lire intelligence. Et on se dit, il faut arrêter. Vous savez, le problème d'aujourd'hui est le problème d'hier. Donc on va recourir à une troisième solution. C'est l'empoisonnement à grande échelle, par l'arsenic et d'autres moyens, de l'eau, du pain et de l'alcool. Un des lieutenants de Charette, qui s'appelle Savin, un jour découvre des fourgons regorgeants d'arsenic. Et il se pose la question en disant, mais à quoi cela peut-il servir? Il ne comprend pas. Et la réponse, on l'a trouvée 200 ans plus tard, c'était pour empoisonner l'eau, le pain et l'alcool. Mais c'est très pervers comme système par nature. On empoisonne une rivière, mais quand le cheval bleu ou le cheval blanc a soif, on ne sait pas si l'eau est empoisonnée, donc on va arrêter la solution. Alors, c'est clair, la science ne peut pas être mise à la disposition de ce système mortifère de meurtre de masse. Donc, ce qu'on va faire, on va utiliser les moyens artisanaux à grande échelle. C'est pour ça que je parle de pré-industrialisation d'extermination. Et on va en retenir 6 moyens. Le premier moyen, c'est l'asphyxie. Oh, c'est assez simple, hein. On met les gens dans des grottes et puis
On met des matériaux humides, du foin, etc. et les gens meurent asphyxiés. On a le cas, par exemple, à Champtosson. Deuxième solution, on enferme les gens dans des maisons, dans des églises, dans des chapelles, et on met le feu. Ce sont les Lucs sur Boulogne. C'est la chapelle Basse-Mer, la chapelle Saint-Pierre-aux-Liens. Troisième solution, on noie les gens. Alors on a toujours cru, jusqu'à une période récente, que les noyades étaient un fait exclusivement nantais, pas du tout. C'est un système général que l'on retrouve à travers toute la Vendée militaire. On noie les gens dans des puits, c'est Clisson. Il y a tellement de corps que l'eau sort du puits. On noie les gens dans des baies, c'est Bourgneuf. On noie des gens dans des étangs, chapelle Basse-Mer par exemple, dans des rivières, et puis dans des fleuves comme la Loire. Mais la Loire va devenir le laboratoire. Et on va commencer à utiliser les eaux de la Loire massivement. Or, soit on noie les gens à la file indienne, vous savez, ils sont ficelés, puis on les jette dans l'eau. Soit on va les concentrer dans des bateaux que l'on envoie couler au centre de la rivière, et on a ainsi noyé des centaines, des milliers, avec des spécialisations, notamment pour les enfants, etc., etc. Et puis, avec des atrocités innommables, vous connaissez. Bien. Puis c'est la baïonnette, c'est l'éclatement des crânes à coups de crosse, c'est la fusillade, etc. L'imagination, la matière, est infinie. Cependant, très rapidement, on va se heurter à deux grands problèmes majeurs qui vont vous sembler stupéfiants. Le premier problème, c'est le problème du coût. Et le deuxième problème, c'est le problème du rendement. Quand j'ai vu ce problème de la rentabilité, j'étais bien entendu estomaqué. Et après, j'ai essayé d'approfondir. Donc le problème du rendement. Alors je me suis interrogé sur ce problème de rendement. Et j'ai étudié par exemple le rendement de la guillotine. Personne ne se pose la question du rendement de la guillotine. Savez-vous quelle est la meilleure journée de décollation par la guillotine? Vous voyez, c'est des questions qu'on ne se pose pas. On ne peut pas aller au-delà de 78. Oh, c'est pas possible. C'est impossible. Un enfant, lorsque vous... Un soldat, combien il peut tuer de personnes à coups de crosse? C'est une question qu'on ne se pose pas. Il ne peut pas aller au-delà de 3. Il ne peut pas aller au-delà de 3. C'est impossible. C'est impossible. Puis lorsque vous envoyez un bateau, c'est aussi délicat parce que il faut l'envoyer, il faut une structure, etc., etc. Puis il y a le problème du coût. Ah tiens donc, ça vaut quoi? Ben, j'ai étudié le coût de la décollation par des guillotines. On n'imagine pas ce que c'est. Alors qu'est-ce que c'est quoi? On va décliner. Ben, pour commencer, il faut des matériaux. L'acier, le bois, la peinture, parce qu'on peint en rouge, parce que ça traumatise les gens de voir le sang couler. Hein? Puis ensuite, il faut faire prisonnier les gens, les acheminer dans des prisons, leur donner un minimum, louer les bâtiments. Puis après, il faut les acheminer, c'est-à-dire les soldats, les charrettes, etc., etc. Il faut les nourrir, etc. Puis lorsqu'ils arrivent devant la guillotine, ils sont exécutés par un bourreau, rémunéré 100 livres par opération. Un professeur, à l'époque, était rémunéré 100 livres par mois. Il faut mieux couper que former. Mais il y a aussi l'assistant, 50 livres. Ils sont membres de excusez-moi l'anachronisme, de syndicats. Donc on ne négocie pas les prix. Puis une fois que les gens sont coupés, ben, il faut les emporter comment dire, au cimetière. Puis il y a le problème du sang, quand on coupe une tête, il y a 1 litre, 2 litres, 3 litres de sang qui est chez. Il n'y a pas le tout à l'égout à l'époque. Donc quand vous retrouvez à 50 litres, etc., on ne sait pas comment gérer, surtout lorsqu'il fait chaud, etc., etc. Quand vous envoyez couler un bateau, le bateau, ça coûte 2000 livres. Alors il y a le petit malin qui dit, mais attendez, j'ai la solution. On va utiliser le bateau comme chambre d'asphyxie. Donc on met comme ça des centaines et des centaines de gens sur un bateau au quai de la Fosse à Nantes,
Et puis on les laisse mourir asphyxiés. Alors là, c'est un tollé au niveau des habitants. Un tollé que vous ne pouvez pas imaginer. Pétition envoyée au maire en disant « C'est un scandale ce que vous faites !» Parce que le râle des mourants nous empêche de dormir. Et on va revenir aux noyades. Alors, vous voyez la modernité de tout cela. Alors on se dit, qui doit payer? Qui doit payer? Et on se dit, mais en fait, c'est l'impôt collecté auprès de ces gens. Mais le problème, c'est qu'on ne collecte plus l'impôt. Donc on se dit, ben, c'est à l'individu de financer sa propre exécution. Donc qu'est-ce qu'on fait? Bon, on lui prend d'abord son argent, puis ses bijoux. Puis on se dit, mais on peut aller beaucoup plus loin. Ses vêtements, le vêtement est rare. On exécute les gens nus à l'époque, pas par mesure de vexation, mais parce que son vêtement va servir à payer son exécution. Puis on se dit, mais c'est pas suffisant. Mais il y a les cheveux, les perruques. Mais il y a les dents, pour les dentiers. Mais on se dit, mais on peut aller plus loin. Les peaux, pour faire des uniformes. Mais on peut aller encore beaucoup plus loin. La graisse, pour les hôpitaux, huilés. Alors vous me direz, mais c'est pas possible, si, on a trouvé les rapports. Il faut faire une description de la fonte des graisses, mais comme il y a des jeunes, je vais m'arrêter là. C'est très précis. On va faire fondre les corps des gens pour récupérer la graisse. Et vous savez, je rappelle toujours cette histoire incroyable de Tiananmen. Lorsque les Chinois insurgés ont été exécutés, le gouvernement chinois, au nom de la démocratie qu'il représentait, s'est dit, mais c'est inimaginable que ce soit au peuple souverain de payer l'exécution de cet insubordonné. Et donc, on va évaluer, à l'époque, on était en francs, à 120 francs, la balle d'exécution. Et on a demandé à la famille de payer cette balle. Nous étions en 1989. Alors, le bilan de tout ça. Le bilan de tout ça, en termes de chiffres, est énorme. Puisque nous savons que sur une population de 815 000 habitants, au minimum, je dis bien au minimum, 117 000 habitants ont disparu. Là aussi, lorsqu'on fait les études par département, on est extrêmement surpris. Parce qu'on pouvait penser qu'en termes d'évaluation, c'est le département de la Vendée qui était le plus touché. En fait, pas du tout. Le département le plus touché, c'est le département du Maine-et-Loire, qui va perdre, lui, au minimum, 20% de sa population. Les Deux-Sèvres, 16%. La Loire-Inférieure, 13%. La Vendée, 11%. Mais c'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, est-ce que oui ou non, les vœux du comité de salut public, les vœux de la Convention, ont été exécutés, c'est-à-dire celle d'exterminer de préférence les femmes sillons producteurs et les enfants, car on passe de devenir futurs brigands. Tous les sondages qu'on a faits, quels qu'ils soient, vont tous dans le même sens. 80% des gens exterminés sont des femmes, des enfants et des vieillards. Au niveau immobilier, alors malheureusement, nous n'avons pas toutes les listes de l'immobilier parce que le département du Maine-et-Loire n'a pas été indemnisé sans que je comprenne pourquoi. N'ont été indemnisés que le département des Deux-Sèvres, de la Loire-Inférieure Atlantique et de la Vendée. Il y a des villages qui ont été entièrement rasés. Voilà, c'est simple. Le cas de la Chapelle-Basse-Mer, le bourg a été entièrement rasé. Voilà, n'a survécu que la mairie, qui est un camp de concentration, et la Dimerie, qui est un camp de concentration. Alors, une fois qu'on a dit cela, la question que l'on se pose, c'est comment appeler ce crime? Puisqu'il s'agit bien, je rappelle, d'un crime légal. Et la deuxième question, est-ce que les contemporains avaient soulevé la question du mot? Le problème du mot. Parce que lorsque moi, étudiant, je me retrouve devant cela, je me dis, mais comment je peux appeler cela? Comment? Mais moi, je suis un homme des années 85.
Je suis dans la modernité du temps. Et je cherche autour de moi un mot qui puisse correspondre. Et le seul mot qui puisse correspondre, c'est le mot génocide. Pourquoi? Parce que le mot génocide a une définition. Alors qu'est-ce qu'on appelle génocide? En fait, il n'y a pas un crime de génocide, il y en a 3. Premièrement, la conception. Deuxièmement, la réalisation, c'est ou, hein. Troisièmement, la complicité, tant dans la conception que dans la réalisation, de l'extermination partielle ou totale d'un groupe humain de type ethnique, ou racial, ou politique, ou religieux. Bien. Vous n'avez rien retenu, c'est normal. Je vais reprendre la définition. Est-ce qu'il y a, oui ou non, un système d'extermination? Ben oui, il y a la loi, ça suffit. Bien. Donc ça y est, c'est fini, il y a un crime. Est-ce qu'il y a complicité? Ben oui, puisque ce n'est pas un député qui a voté, c'est une chambre. Est-ce qu'il y a réalisation? Partielle ou totale? En tout cas partielle, oui. On en a pris quelques exemples, on a les bilans. Donc c'est clair. Il y a bien conception, réalisation, complicité. Mais un seul argument suffirait. Partielle ou totale? C'est clair. D'un groupe humain. Est-ce que les Vendéens constituent un groupe humain? Ben oui. On pourrait se poser des questions, hein, parce que, et je reviens tout à l'heure, quand je vous ai dit que le 7 novembre 1793, vous savez, nous sommes dans la période du progrès. Progrès. On pense. Vous savez, tous ceux qui font référence au progrès, ils pensent. Donc ils ont pensé comment à l'époque? On trouve toujours les mêmes mots. Et toujours véhiculés par les mêmes idéologies. Alors, comment a-t-on raisonné pour justifier l'injustifiable, pour exprimer l'indicible? Eh bien, on a raisonné de la manière suivante. Vous avez écouté, c'est une addition d'axiomes. Un être rationnel, donc progressiste, ne peut pas par nature refuser la révolution. Et c'est bien fait. S'il refuse, ben, c'est pas un homme. Si c'est pas un homme, ben c'est un non-homme, mais ça n'existe pas. Donc c'est un animal. Donc on va animaliser le Vendéen. Et c'est pour ça qu'on va lui donner ce nom de louveteau, de Louvre, etc., que l'on retrouve à travers la propagande, les rapports, les lettres, etc. Mais s'il n'y a plus d'habitants en Vendée, c'est un non-territoire. Donc ça justifie la nationalisation de toutes les terres, puisqu'il n'y a plus de propriétaires. D'où la loi de nationalisation du 1er août. Mais s'il n'y a plus de propriété, ben, il n'y a plus de nom. Donc on va lui retirer son nom, symboliquement de Vendée. Mais en même temps, un non-territoire, ça n'existe plus. Ça n'existe pas. Donc on va lui redonner un autre nom en disant on va le repeupler. D'où la notion des départements vengés. Alors on serait tenté, comme je l'ai été, de dire ben, c'est un jeu de mots, pas du tout. Mais pas du tout. Parce qu'à partir, c'est pas se venger pour se venger. Mais se venger, c'est fou. Tuer, et la décomposition du corps donnera de l'humus qui va pouvoir permettre le réensemencement. C'est ça l'idée du concept. Ben voilà, ça y est. Donc, c'est un groupe humain. Alors, est-ce que c'est un groupe humain de type ethnique? Sûrement pas. Racial non plus. Religieux, oui. Politique, oui. Est-ce que je peux utiliser rationnellement, objectivement, scientifiquement ce mot? Oui, par nature. Pourquoi? Parce que ce mot qui a été créé par Lemkin en 1943, défini juridiquement en 1945-1946 lors de la Convention de Nuremberg, est par nature imprescriptible,
donc rétroactif. Ben voilà. Et c'est tout naturellement qu'on va utiliser rétroactivement ce mot pour condamner les crimes commis par les nationaux socialistes entre 39 et 45, d'ailleurs on pourrait dire 33 et 45, pour les débiles mentaux, pour les chrétiens, pour les tziganes, pour les juifs, etc., etc. Bien. Et puis tout naturellement, on va utiliser rétroactivement ce mot pour qualifier l'extermination des Arméniens en 1915. Donc ce qui est vrai pour un système est vrai aussi pour d'autres. Alors la question que je vais soulever tout à l'heure, est-ce que des contemporains s'étaient posé la question de la dénomination de ce meurtre de masse? Eh bien oui. Gracchus Babeuf, le père du communisme, s'arrête à un moment donné en disant « mais c'est affreux ce qui est en train d'être fait. C'est le peuple souverain qui a conçu, mis en œuvre, l'extermination d'une partie de lui-même. » Donc il va chercher dans le vocabulaire un mot. Mais l'Ancien Régime n'a jamais commis ce genre de meurtre de masse. On tue les gens non pas pour ce qu'ils ont fait, mais pour ce qu'ils sont. Je répète. On tue les gens non pas pour ce qu'ils ont fait, mais pour ce qu'ils sont. C'est la première fois dans l'histoire contemporaine qu'on a pensé ce genre de crime. Et ben voilà. Babeuf cherche le mot, il n'en trouve pas, il va créer ce néologisme de populicide. Alors vous me direz, mais c'est idiot parce que c'est le bon mot en fait qu'on pouvait utiliser. Il est meilleur ce mot que le mot génocide. Et oui, bien sûr, c'était le bon mot. Mais malheureusement, on ne l'a pas retenu pour des raisons tout à fait simples. C'est qu'on a voulu gommer ce crime. Alors, dernière partie. La question que je me pose en tant qu'homme de science est la suivante. Comment cela se fait-il que 200 ans après les événements, les livres d'histoire, l'idéologie officielle, les hommes politiques, les médias, ont fait des bourreaux des victimes et des victimes des bourreaux? En clair, pourquoi a-t-on érigé des statues à Fourcroy? Pourquoi a-t-on donné des noms de rue à des criminels contre l'humanité comme Carnot, le grand Carnot, ou à Robespierre, etc. Et qu'en même temps, le Vendéen est considéré comme un traître à la Révolution française. L'assassin de Barras, c'est une histoire qui n'a jamais existé. L'affaire Barras n'a jamais existé. C'est une pure invention. Je ne dis pas que le gamin n'a pas vécu. Bien sûr qu'il a vécu. Je ne vais pas entrer dans les détails. Mais on ne sait pas du tout qui l'a tué, dans quelles conditions il a été tué. Et l'histoire, elle était vraiment tout à fait simple. On l'a pu la reconstituer. Ce gamin, qui est le fils d'un palefrenier du château de Versailles, a perdu son papa. Il vit avec sa maman, qui n'a pas d'argent, qui le confie à un commandant, qui s'appelle Desmarais, qui le prend sous sa coupe, qui l'emmène avec lui, mais on ne sait pas que lui donner comme travail. Donc on lui dit, bah, tu gardes les chevaux. Puis un matin, on le réveille, puis l'enfant est mort, visiblement assassiné. Et puis, les chevaux ont disparu. Ça peut être un crime, ça peut être un vol de commun, etc., etc. Donc lui, qui pense à cette pauvre veuve, se dit, je vais écrire au comité pour demander une petite pension pour le gamin. Et lorsque Robespierre voit ça, il dit, c'est génial. Je vais communiquer autour. Vous savez, il y a certains qui savent merveilleusement s'y prendre pour ça. Il va communiquer et va faire de cet enfant le martyr de la Révolution. Alors, question que l'on peut se poser. Est-ce que c'est une évolution naturelle de l'histoire? Oui. Ou tout ça c'est préparé, préfabriqué? Et si c'est préfabriqué, qui a imaginé ça et quand? Ben, il suffit de, vous savez, c'est le fil d'Ariane, de reprendre en arrière. On voit si on rétroactivement, si on tire le fil d'Ariane, ben, c'est l'idéologie dominante au sein de l'université, gérée par l'essentiel par les marxistes, qui ont imposé ça. Puis ce sont des hommes politiques. Je pense à Clémenceau,
Jaurès. Dans ce livre-là, vous avez toutes ces études. Et puis c'est aussi un grand historien, Michelet. Michelet a inventé le négationnisme et le révisionnisme. Tout le vocabulaire utilisé par certains pour nier le génocide des Arméniens, le génocide des Juifs, etc., c'est le vocabulaire de Michelet. Est-ce qu'on peut aller plus loin? Oui, bien sûr. Et là, je vais vous raconter une histoire qui est absolument horrible. C'est l'horreur dans l'horreur absolue. Tout à l'heure, je vous ai dit que les Vendéens avaient traversé la Loire le 17 et 18 octobre 1793 parce que fracassés. Je vous avais dit de bien retenir cette date. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il y a donc 80 000 Vendéens qui traversent la Loire en une journée et demie. Le général en chef, le généralissime comme on dit, c'est Bonchamp. Bonchamp est mortellement blessé, il est agonisant. Il n'en a plus que quelques minutes à vivre. Mais il est encore conscient. Et ces 80 000 Vendéens ont 5 000 prisonniers bleus. Excusez-moi, monsieur l'abbé, ce sont des salauds. Ils ont passé leur temps à massacrer des femmes enceintes, des enfants, etc. Mais vraiment, on ne peut pas faire pire ce qu'ils ont fait. Tout naturellement, il n'y a qu'une seule sentence, c'est l'exécution pour crime de guerre, pour crime contre l'humanité. Et bien entendu, les Vendéens qui ont été fracassés par ces 5000 salauds, ils se disent, éliminons-les. Et puis, allez, à mort. Oui, mais le général en chef, Bonchamp, il est profondément chrétien. Il sait qu'il va rencontrer dans quelques minutes au plus le patron, le chef. Et celui-ci ne lui pardonnera pas ce crime parce qu'il est coupable et responsable. Coupable et responsable. Il sera coupable de l'exécution sommaire de ces 5000 soldats parce qu'il est le chef. Et lui, il n'a pas envie du tout d'aller à la chaudière. Ah, c'est pas son truc. Lui, il pense plutôt paradis. Excusez-moi, ça paraît un peu vieillot, ce que je vous dis. Alors, il dit non. Je ne veux pas. Je suis votre chef. Je refuse. Et il fait deux choses. Premièrement, il gracie. Quand vous allez dans la basilique de Saint-Florent, vous voyez ce monument immense par sa beauté, grâce aux prisonniers. Et la deuxième chose qu'il fait, il libère. Parce que il n'y a pas d'autre solution, moyennant la promesse. Mais comme dit Jacques Chirac, les promesses n'engagent que ceux qui y croient, moyennant la promesse qu'ils ne continuent plus de massacrer les Vendéens. Ce sont des chrétiens, ils pensent que lorsqu'on a donné sa parole, on ne peut pas la renier, on ne peut pas être parjure. Mais le problème, c'est que le comité de salut public, la convention, l'armée, etc., le ministère, a décidé l'extermination. Comment peut-on demander à l'armée d'exterminer et au comité de salut public et à l'Assemblée nationale et au peuple de soutenir cette extermination si on apprend que les exterminés ou ceux qui sont voués à l'extermination ont gracié les bourreaux en leur pardonnant? Eh bien, c'est pas possible. Donc on va faire deux choses. On va leur dire à ces soldats, premièrement, vous ne dites pas que vous avez été graciés et libérés par Bonchamp, mais que vous avez été libérés par nous, par les Bleus, et en plus que vous avez été maltraités par ces fils de sauvages. Et la deuxième chose, vous allez réparer le crime infini que vous avez commis d'avoir accepté cette grâce et cette libération en exterminant tous vos libérateurs. Et pour commencer, vous allez cerner le village et vous allez vous emparer de toute la population, et les femmes, les enfants, les vieillards, etc. Et vous allez les concentrer dans un camp qui existe toujours, c'est l'abbatiale,
et vous allez les exterminer dans un lieu circonvoisin que l'on peut voir encore de nos jours à la Mabilais. La Mabilais est un lieu très important parce que c'est là où est apparu, au 7e siècle je crois, il y a une apparition de la Vierge pour dire c'est le 8 décembre. C'est la Mabilais. Hein. Vous avez, c'est à l'évêque Maurice je crois. Hein. Et donc tout est intact là-bas. Tout est intact. Eh bien, c'est un crime sciemment réfléchi. Alors, comment est-ce qu'on peut appeler ça? Est-ce qu'il y a un mot pour cela? Je le cherche dans le vocabulaire, je ne le trouve pas, et je vais créer ce concept de mémoricide. Et voilà. Donc, la Vendée, qui était absolument inconnue, méconnue, tant par les descendants des bourreaux que par les descendants des victimes, eh bien, a été découverte à la suite de ce mémoricide que 200 ans après les événements. Alors, et je vais conclure là-dessus, ça pose la question de la nature même de la Révolution. Puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis parti de mon petit village. Le document, rien que le document. Ceux qui veulent faire des études à l'université, notamment en histoire, sciences politiques, surtout, n'utilisez pas les méthodes marxistes, qui sont des méthodes inductives, mais utilisez ces méthodes traditionnelles qui sont des méthodes déductives. Le document, rien que les documents. Et tout existe. Tout existe. Alors vous me direz, mais pourquoi vous n'avez pas vu ces plans avant? Ben pourquoi je ne les ai pas vus? Pour deux raisons. La première, parce qu'on ne pouvait pas imaginer que ces criminels contre l'humanité aient rédigé de leurs mains ce crime. Et deuxièmement, je ne pouvais pas imaginer qu'ils aient rédigé ça sur des petits bouts de papier. Alors vous me direz, mais comment vous êtes rendu compte de cela? Eh bien, tout à fait par hasard, là encore, en regardant attentivement des tout petits bouts de papier et avec les moyens modernes, c'est-à-dire le scan, la photographie, la photocopieuse, je les ai reproduits et j'ai reconstitué les dossiers et la chronologie. Et cette lecture de documents, ça nous permet de découvrir des documents que l'on ne pouvait pas imaginer. Je prends un exemple. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait retrouvé les lois. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait retrouvé les rapports des généraux. Mais je ne vous ai jamais parlé du soldat de base qui est chargé d'œuvrer. Puisque on pensait qu'on n'aurait aucun écrit de ces soldats, puisqu'il y avait l'ordre de ne pas écrire. Oui, mais nous sommes en France. Donc dès que vous interdisez quelque chose à quelqu'un, immédiatement, ce quelque chose va être fait par ce quelqu'un qui est un rebelle. Et c'est ainsi que j'ai commencé à dire à mes amis, mais on va regarder les ventes aux enchères. Parce que, bien entendu, ces écrits ne sont par nature pas restés dans les archives nationales ou les archives militaires. Et c'est ainsi que j'ai trouvé déjà 2 lettres d'un soldat qui écrit le 12 février 1794, 144, 145, une lettre à son papa et à sa maman. Il s'appelle Cholet. Messieurs les grands-parents, messieurs et mesdames, messieurs les papas et les mamans, jamais vous ne recevrez ce genre de lettres tellement elles sont belles. Jamais, les enfants, vous n'écrirez ce genre de lettres à vos parents, malheureusement, parce que vous utilisez tous vos mains pour écrire des SMS. Je vais vous lire la beauté de ces lettres. Ça peut peut-être vous donner des idées, de temps en temps dire à papa et à maman, je vous aime. Voilà la lettre. Mon cher père, voilà la 3e lettre que je me fais l'honneur de vous écrire, comme c'est beau, l'honneur de vous écrire. Que je n'ai pas reçu de réponse aucune de vos lettres, mais mon cher père, je vous souhaite bien le bonjour. De nos jours, c'est l'euthanasie.
Tant qu'à ma chère mère et ma sœur, je vous embrasse le plus profond de mon cœur. À tous, je souhaite que votre santé soit égale à la mienne, Dieu merci jusqu'à présent, et je souhaite que la présente lettre vous trouve en même disposition que moi, et ainsi, mon cher père, vous ferez bien mes compliments à mon oncle, et ainsi que ma tante et tous nos parents et amis que vous pouvez connaître. C'est beau, à en pleurer, tellement c'est beau. Mais il y a la deuxième partie de la lettre. Et ainsi, mon cher père, je vous apprends que la guerre de la Vendée est bien avancée. Nous avons tué tout homme et femme et enfants, et mis le feu partout, dans tous les endroits, et beaucoup de cadavres de morts dans tous les endroits, et beaucoup de cadavres de morts dans les chemins et fossés, mais nous n'avons qu'une seule peur, que la peste se mette à l'endroit. Vous vous rendez compte de l'horreur de cette lettre, dans cette beauté introductive. Alors, est-ce que c'est quelque chose qu'on le retrouve ailleurs? Ben oui. Ben oui, c'est Lénine, c'est Staline. Alors, et toi, je travaille beaucoup avec la Russie, parce qu'eux, ils se posent des questions. Et un jour, il y a un Russe qui me dit, mais attendez, il y a une chose que je ne comprends pas. Pourquoi Lénine, lorsqu'il l'extermine, à lui, il parle toujours de Vendée? Ben, la réponse est très simple. Lénine est venu étudier ça en Vendée. Et si vous allez à Pornic, vous verrez la maison où il a résidé. Et pourquoi il appelle ça Vendée? Ben parce qu'il sait ce que c'est. Mais d'autres vont utiliser ces mêmes mots. Je prends par exemple l'exemple d'Ho Chi Minh, mais de Pol Pot, tout ça. Tous ces gens-là sont venus en France étudier ces systèmes. Et je suis allé à Dachau il y a 3 mois, alors qu'Hitler a gagné le pouvoir le 30 janvier 1933. C'est une émanation des camps de concentration et d'extermination de l'URSS, fils de. Et donc la Vendée, ben c'est une double matrice. Matrice d'un système génocidaire, mais matrice aussi d'un autre crime que l'on vient enfin de définir, ce crime de mémoricide. Qu'est-ce que l'on veut faire dans l'enseignement de l'histoire à l'heure actuelle? Vous ne savez pas pourquoi ils font ce qu'ils font, et exactement on ne sait pas ce qu'ils font. La réponse est la suivante. On est en train de faire en histoire exactement ce qu'on est en train de faire, ce qu'on a fait en français. C'est-à-dire qu'on a substitué à la méthode syllabique A plus A, AA, AB, AC. C'est la méthode syllabique. La méthode Bocher est la meilleure méthode qui soit. On a substitué à la méthode syllabique la méthode globale qui a généré tellement de dégâts qu'on est allé vers la méthode semi-globale. Mais les conséquences sont identiques. En histoire, on a cette idée, et c'est Peyon qui a parfaitement explicité cela, de créer l'homme nouveau, l'homme hors sol. Hors sol, ça veut tout dire. Sans passé, sans avenir, qui consomme et qui ne pense pas. Et tout à l'heure, quand je vous ai expliqué ce qu'était la notion d'identité, c'est pour ça que ce débat initié par le président Sarkozy est un débat intéressant. S'arrêter et définir, voir, passé, présent, futur. Donc, il faut tuer le passé. C'est très difficile de supprimer du jour au lendemain l'histoire. Ça y est, on commence dans certaines classes à la supprimer. Et ça paraît naturel. C'est devenu ennuyeux, incompréhensible, inaudible. Pourquoi? Parce qu'on a supprimé la méthode syllabique en histoire. Et la méthode syllabique en histoire repose sur 4 piliers. La chronologie. Deuxièmement, la cartographie. Troisièmement, l'homme. Quatrièmement, l'événement. Et on a substitué ça à ça la thématique. Et je prenais l'exemple tout à l'heure à table. Moi qui étais prof d'enseignement supérieur Bac plus 3 et Bac plus 4, j'avais donné comme sujet à mes élèves le divertissement et le poilu. C'est un sujet passionnant. Je vois certains regards qui me regardent effrayants, en se disant « Ouf, on ne l'a pas eu comme prof ». C'est un sujet passionnant.
Eh bien, c'est ainsi que j'ai découvert que le poilu 14-18 avait son téléphone portable, la télévision couleur, etc. Mais si vous voulez faire des expériences, demandez autour de vous, là vous êtes dans un milieu privilégié, de quand date le Christ, ou Charles de Gaulle, etc. Mais vous allez être estomaqués. Mais regardez certains de nos ministres qui nous ont expliqué ce matin que les droits de l'homme étaient une invention de la République, alors que les droits de l'homme datent du 4 août 1789. Nous sommes en pleine monarchie. Vous voyez ? Etc. On a fêté, il y a quelques années, les 200 ans de la République. Alors que la République n'avait que 160 ans, etc. etc. On célèbre chaque 14 juillet, j'aime beaucoup écouter les journaux le 14 juillet, parce que je retrouve partout les mêmes bêtises. On commémore la fête de la prise de la Bastille. Absolument pas. Je vois certains regards qui me regardent. Ah bon? Eh ben non, on ne commémore pas la prise de la Bastille, surtout pas. Cette fête a été initiée en 1884, et on commémore justement le 14 juillet suivant, c'est-à-dire la fête de l'unité retrouvée. Alors, ça donne quoi à l'heure actuelle? Je vais sortir dans quelques jours une BD sur François Ier. Je me suis dit, c'est le hasard, je me suis dit c'est extraordinaire, je vais être en plein dans les commémorations officielles, puisque c'est le 500e anniversaire de la proclamation de François Ier comme roi, le 1er janvier 1515. Puis bien entendu, il y a Marignan, tout le monde connaît cette date, y compris le plus analphabète. Même le ministre de l'Éducation nationale actuel pourrait répondre à cette question, je pense. Eh bien non, il n'y a pas eu de commémoration. Parce que le gouvernement se considère être un gouvernement républicain, qui n'a pas à commémorer ce genre d'événements. Et pourtant, c'est la fondation, même si ce n'est pas tout à fait vrai, de la Renaissance qui a été une transition. Alors pour lutter contre ça, j'ai créé une maison d'édition, basée sur la bande dessinée et basée sur la chronologie, la cartographie, l'événement et les hommes. On a sorti à l'heure actuelle une trentaine de volumes. C'est vrai pour l'histoire profane. Et on a sorti aussi un certain nombre de BD sur l'histoire religieuse. Et les BD sur l'histoire religieuse, parce que je suis toujours surpris qu'on connaisse Marguerite Marie, mais on ne sait pas qu'elle est encore vivante. Elle est encore vivante. Il suffit d'aller à Paray le Monial. Vous avez tout sur elle. Et puis, on ne sait pas qu'on peut intercéder, prier. On ne trouve pas les prières. Eh bien, dans ces livres, dans ces BD, on a mis les prières. On a fait ça pour Sainte Geneviève, pour Saint Thomas d'Aquin, etc. Donc, tout ça, vous avez une trentaine de BD qui sont à votre disposition. Quand moi, en tant que scientifique, je vends 100 livres scientifiques, savez-vous combien de livres vont être lus? Vous avez un ordre d'idée? Un peu plus. Je suis nul, mais pas à ce point-là. Un peu plus. 60. Au mieux. Bon, attends, c'est peu. 60. Sur 100 livres vendus, c'est 60. Quand une BD rentre dans une famille, une BD, 11 lecteurs. 11 lecteurs. Eh bien, ce sont des fiches de lecture que j'ai fabriquées. Et automatiquement, ça va être l'enfant, le père, les femmes, ça ne dit pas trop les BD. C'est vrai, c'est vrai, hein? Moins, beaucoup moins. Hein? Les grands-parents et ma plus fidèle lectrice. Elle a 99 ans. Donc je peux vous dire que c'est mieux que Tintin. Hein? Dernière chose que je voulais vous dire, et je m'arrête là. Moi qui travaille beaucoup dans les pays de l'Est, ils ont un problème lié à la mémoire.
ils ne savent pas comment maintenir vivante cette mémoire. En fait, c'est ça qui se passe dans nos civilisations, il y a toujours une double mort. Et en Vendée, on est en train de créer le mémorial du génocide des Vendéens. Je vous ai parlé de mon petit village tout à l'heure. Eh bien, on a racheté la chapelle, l'église paroissiale, qui datait du XIe siècle, qui est tombée en ruine parce qu'on avait brûlé à l'intérieur des dizaines de chapelains, c'est-à-dire des habitants. On l'a reconstruite et on a construit un immense mémorial. On vient de finir toute la base, on vient d'avoir l'autorisation de terminer. Donc n'hésitez pas, excusez-moi, de nous faire des dons. Et si vous avez des jeunes pendant les vacances, c'est le mois de juillet, vous voulez passer quelques jours avec nous dans une bonne ambiance, eh bien n'hésitez pas à vous inscrire à ce genre de camps, qui sont des camps chrétiens, hein, qui sont des camps où vous apprendrez à savoir ce qu'est une pierre, ce qu'est un liant, c'est-à-dire la chaux, le ciment, ce qu'est le bois, ce qu'est comment dire le granit, le moellon, le sable, l'ardoise et même la tuile. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous inscrire à ce genre de choses. Voilà, j'ai terminé. Merci. Cher monsieur, merci infiniment pour cette magnifique conférence. Après avoir entendu vos paroles, nous avons envie de nous écrier « Nous sommes tous des Vendéens ».